Ils ont retrouvé mon frère 12 jours après sa disparition sur le lac Snake River. Il était assis dans son bateau, sain et sauf. Mais je sais que celui qu'ils ont sorti de l'eau n'était pas mon frère. Je dois raconter tout ce qui s'est passé, sinon personne ne me croira. Sinon, je vais devenir fou. Je m'appelle Ethan, mon frère s'appelle Liam. Il a 28 ans, j'en ai 24. D'aussi loin que je me souvienne, Liam a toujours été obsédé par la pêche. Ce n'était pas seulement un passe-temps, c'était une partie de lui-même. Notre père plaisantait en disant que Liam avait de l'eau de lac dans les veines. Sa chambre sentait toujours les leurres en silicone et la graisse pour mouliner. Son coin dans le garage était sacré. Des dizaines de cannes à pêche étaient enrangées dans des supports spéciaux et des boîtes contenant des leurres, des cuillères et des hameçons de toutes les tailles imaginables étaient alignés sur les étagères. Il connaissait le lac Snake River mieux que les rues de notre petite ville de Pine Creek. Il pouvait naviguer les yeux fermés sur son bateau en aluminium, Lund, à travers les hauts-se-fonds les plus traîtres. Connaissait chaque trou où se cachait un brochet et chaque roseau derrière lequel se tenait un brochet. Il n'était pas seulement un pêcheur expérimenté, il faisait partie intégrante de ce lac. C'est pourquoi, lorsqu'il a disparu, nous n'arrivions pas à y croire. Cela aurait pu arriver à n'importe qui, mais pas à Liam. Tout a commencé le 12 juin 2024. C'était un jeudi. La matinée était claire et sans vent, une journée idéale pour pêcher. Liam s'était levé avant l'aube. Je l'entendais s'affairer dans la cuisine, préparant son thermos de café et ses sandwichs. Je suis sorti, encore endormi, pour me servir un verre d'eau. Il se tenait près de la fenêtre, déjà vêtu de sa combinaison de pêche, et regardait la bande de lumière qui apparaissait au-dessus des cimes des pins. Il m'a souri. « Aujourd'hui, je vais l'attraper, Ethan, m'a-t-il dit. Le bon. J'ai trouvé un nouvel endroit près de Stonefinger, là où la profondeur est abrupte, avec un rocher presque à pic sous l'eau. C'est parfait pour un gros silure du lac. » Il était excité comme un enfant avant Noël. Il m'a montré le point qu'il avait enregistré sur son sondeur et m'a parlé du nouvel appât qu'il allait essayer. Il n'y avait pas la moindre trace de doute ou d'imprudence dans ses gestes. Il avait un plan précis, comme toujours. Il allait te mettre son bateau à l'eau près du vieux quai, rejoindre le doigt de Pierre, environ 40 minutes à petite vitesse, et y rester jusqu'au coucher du soleil. Il avait promis de m'appeler dès qu'il aurait attrapé quelque chose d'intéressant et de rentrer avant 10 heures du soir. « N'attends pas, va te coucher. Je rentrerai sans faire de bruit », furent ses derniers mots. 10 heures passèrent, puis 11 heures. À minuit et demi, je commençais à m'inquiéter. Liam était d'une ponctualité extrême. S'il disait qu'il rentrerait à 10 heures, il rentrait à 10 heures. Je composais son numéro. Long coup de sonnerie, puis le répondeur. J'ai réessayé. Encore. Même chose. J'ai pensé que son téléphone avait peut-être rendu l'âme, ça arrive. Mais l'inquiétude s'était déjà installée en moi, froide et collante. À minuit, j'ai appelé nos parents. Ma mère a immédiatement commencé à paniquer. Mon père a essayé de la calmer, lui disant que Liam s'était probablement laissé emporter et avait perdu la notion du temps. Mais je sentais la tension dans sa voix. Nous avons décidé d'attendre jusqu'à l'aube. Je n'ai pas dormi de la nuit, assis près de la fenêtre, regardant dans l'obscurité, tendant l'oreille pour entendre le moindre bruit, espérant entendre le vrombissement du moteur de son pick-up. Mais dehors, tout était calme. À 4 heures du matin, alors que le ciel commençait à s'éclaircir à l'est, je n'ai pas tenu le coup et j'ai appelé le bureau du shérif. Le shérif Peterson, un homme corpulent aux yeux fatigués, connaissait notre famille depuis de nombreuses années. Il a pris mon appel très au sérieux. Il connaissait Liam et sa réputation de garçon prudent et expérimenté. 1 heure plus tard, la voiture du shérif et le pick-up des rangers du parc étaient déjà garés près du vieux quai. Les recherches ont commencé. Ils ont ratissé le lac à bord de 2 bateaux, parcourant méthodiquement chaque secteur. Vers midi,
Ils ont été rejoints par des volontaires de la ville, des pêcheurs qui connaissaient et respectaient Liam. Ils inspectaient dans le rivage, regardaient dans chaque crique, dans chaque bras mort. J'étais avec eux, sur le bateau de mon ami Marc. Nous avons crié son nom jusqu'à en perdre la voix. Nous scrutions l'eau sombre, et chaque branche ou bidon flottant nous faisait le cœur se serrer d'horreur. Mais il n'y avait rien, pas de bateau, pas de débris, pas de taches d'huile sur l'eau, rien du tout. Comme si lui et son bateau s'étaient simplement évaporés dans les airs. Les 3 premiers jours ont été les plus difficiles. L'espoir était encore là, mais à chaque heure qui passait, il s'évanouissait, laissant place à un désespoir profond. Le temps était idéal. Pas de tempête, pas de vent violent qui aurait pu renverser le bateau. Les experts étaient perplexes. Ils ont vérifié les données de la tour de téléphonie mobile. Le dernier signal du téléphone de Liam avait été enregistré vers midi le 12 juin, juste dans la région de Kameni Palace. Puis le téléphone s'était éteint. Il était peut-être tombé à l'eau ou s'était déchargé. Les plongeurs ont exploré plusieurs fois l'endroit. Le fond était rocheux, avec des dénivelés abrupts pouvant atteindre 30 à 40 mètres. Ils n'ont rien trouvé. Ni canne à pêche, ni boîte à appât, ni même d'encre. Absolument rien. Le 4e jour, l'opération de recherche a été officiellement requalifiée en recherche du corps. Ce mot a sonné comme un verdict. Ma mère s'est effondrée. Mon père a vieilli de 10 ans en quelques 2 jours. Il restait assis en silence sur la véranda de notre maison qui donnait sur le lac et regardait l'eau. Je continuais à sortir sur le lac avec des volontaires, sans aucun espoir, simplement parce que je ne pouvais pas rester en place. Nous avons ratissé les mêmes endroits, encore et encore. Le lac que Liam aimait tant me semblait désormais sinistre et étranger. Sa surface calme cachait un terrible secret. Les gens en ville ont commencé à murmurer. Ils parlaient d'un accident, d'une crise cardiaque soudaine. Certains pensaient même qu'il avait peut-être simplement pris la fuite pour échapper à tout. Mais je connaissais mon frère. Il n'aurait jamais fait ça. Il ne pouvait pas simplement disparaître. À la fin de la première semaine, les recherches officielles ont été suspendues. Le shérif Peterson est venu chez nous, a retiré son chapeau et a déclaré qu'ils avaient fait tout leur possible. Il a parlé de courants sous-marins traîtres qui auraient pu emporter le corps loin du lieu de l'accident et du fait que le lac rendait rarement ses victimes. Je l'écoutais, mais je n'entendais pas ces mots. Il y avait un bourdonnement dans mes oreilles. Le monde était devenu gris et silencieux. Nous avons commencé à nous préparer au pire. Mon père avait déjà parlé au pasteur pour les funérailles. Nous avons commencé à trier les affaires de Liam et chaque leurre, chaque moulinet que nous trouvions était comme un coup de poing dans le ventre. Nous nous sommes résignés. Nous avons accepté le fait que Liam était mort et que nous ne saurions probablement jamais comment cela s'était passé. Nous avons commencé à parler de lui au passé. Et puis, le 12e jour, le 24 juin, le téléphone a sonné. C'était un pêcheur local, un vieil homme nommé Henry. Il était sorti à l'aube pour poser ses filets dans la partie nord du lac, à l'extrémité la plus éloignée, où personne ne s'aventurait jamais. Et il a vu un bateau, un linde en aluminium dérivant au milieu de l'eau. Et à l'intérieur, il y avait un homme. Mon père et moi avons bondi, sans même prendre le temps de nous habiller. Ma mère était incapable de venir. Elle est restée près du téléphone, en sanglotant, partagée entre la peur et l'espoir. Pendant tout le trajet jusqu'à l'embarcadère nord, soit environ 20 minutes sur une route sinueuse à travers la forêt, je ne pouvais plus respirer. Mon père agrippait le volant si fort que ses jointures devaient être blanches. Son visage ressemblait à un masque de pierre. Nous ne nous sommes pas dit un mot. Une seule pensée me traversait l'esprit. Il est vivant, il est vivant. J'imaginais comment nous allions le retrouver. Fatigué, affamé, peut-être blessé, mais vivant.
Je passais en revue des dizaines de scénarios dans ma tête. Son bateau avait pu être emporté vers une côte sauvage. Son moteur avait pu tomber en panne. Il avait pu se cogner la tête et perdre la mémoire. N'importe quelle explication me semblait acceptable tant que Liam était en vie. Lorsque nous sommes arrivés à l'embarcadère, une petite foule s'était déjà rassemblée. Le bateau du shérif remorquait lentement vers le rivage un petit Lund en aluminium. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il s'arrête. J'ai aperçu une silhouette dans le bateau. Il était assis droit, immobile. C'était lui. La même veste bleue, la même casquette. « Liam !» ai-je crié en sautant de la voiture et en me précipitant vers l'eau. Le shérif Peterson m'a arrêté en posant sa lourde main sur mon épaule. « Attends, Ethan, laisse les médecins faire leur travail. » Une ambulance est arrivée et 2 ambulanciers en sont sortis avec une civière. Lorsque le bateau fut ramené vers le quai, je pus le voir de plus près. C'est alors que le premier doute s'insinua dans mon esprit. Il était assis sur le banc central, le dos droit, et regardait droit devant lui, vers la rive. Mais son regard était vide, comme s'il regardait à travers nous. Ses mains reposaient sur ses genoux. Il portait les mêmes vêtements que lorsqu'il était parti, mais ils étaient bien complètement secs, alors qu'il avait plu tous les soirs depuis 2 jours. Ses tombottes, de solides bottes de randonnée qu'il portait toujours pour pêcher, avaient disparu. Il était pieds nus. Ses pieds, posés sur le fond froid en aluminium du bateau, étaient pâles et propres. Lorsque les ambulanciers lui ont parlé, il n'a pas répondu. Ils l'ont aidé à se lever avec précaution. Il bougeait comme un automate, obéissant passivement à leurs mains. Et lorsque la lumière a éclairé son visage, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Sa peau. Elle était d'une blancheur innaturelle, comme du papier décoloré ou du vieux parchemin. Et elle était sèche, pas simplement sèche, mais d'une sécheresse sans vie, tendue sur ses pommettes et son front. Pas une goutte de sueur, pas de brillance grasse, rien. Ses yeux étaient grands ouverts, mais ils ne clignaient pas. Pas du tout. Il regardait simplement devant lui, le regard fixe. Ses lèvres étaient serrées, en une fine ligne pâle. Il ne tremblait pas de froid. Il n'avait pas l'air épuisé. Il avait l'air bizarre. Sa mère, que quelqu'un avait réussi à appeler, arriva juste au moment où on le conduisait à l'ambulance. Elle se précipita vers lui en pleurant et en criant son nom. Elle l'enlaça et se blottit contre sa poitrine. Il ne réagit pas. Il ne l'a pas serré dans ses bras, n'a pas dit un mot. Il était resté là, debout, pendant qu'elle sanglotait sur son épaule, le regard vide, fixé au-dessus de sa tête. Pendant qu'on l'emmenait, je me suis approché du bateau. Le shérif Peterson l'inspectait avec son adjoint. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur, et le sentiment d'injustice s'intensifia. Le bateau était vide, complètement vide. C'est les 3 cannes à pêche les plus précieuses, qui valaient chacune plusieurs centaines de dollars, avaient disparu. Son énorme boîte à pêche, qui contenait des centaines de leurres collectionnées pendant des années, avait disparu. Le sondeur avec le navigateur, qui était solidement vissé au bord, avait disparu. Il n'y avait même pas l'ancre, ni le gilet de sauvetage qui se trouvait toujours sous le siège. Il ne restait que les bords et les bancs en aluminium. J'ai demandé au shérif ce qu'il en pensait. Il a secoué la tête. « On dirait un cambriolage », a-t-il dit. « Peut-être que quelqu'un est tombé dessus pendant qu'il était inconscient et a pris tout ce qui avait de la valeur. Ou alors, il a tout jeté par-dessus bord dans un accès de rage. On ne sait jamais avec les gens après un tel choc. Mais cela n'avait aucun sens. Pourquoi un voleur aurait-il laissé le bateau et Liam? Et pourquoi Liam aurait-il jeté ce qu'il avait de plus précieux au monde? Nous avons suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Tout au long du trajet, mon père répétait « L'essentiel, c'est qu'il soit en vie. Le reste n'a pas d'importance. Il s'en remettra. » Il s'accrochait désespérément à cette idée.
et je ne l'ai pas contredit. À l'hôpital, Liam a été immédiatement emmené dans une salle d'examen. Nous avons attendu dans le couloir qui semblait interminable. Au bout d'une heure, le docteur Evans, un homme de petite taille, portant des lunettes, est sorti. Il a dit que les résultats de l'examen étaient très étranges. Physiquement, votre fils est en parfaite santé, a-t-il déclaré en regardant ses notes d'un air perplexe. Sa tension est normale, son pouls est régulier. Il ne présente aucun signe d'hypothermie ou de déshydratation. Nous avons fait une analyse de sang, mais d'après les résultats, il est en parfaite santé. Nous pensons qu'il s'agit d'une amnésie dissociative causée par un choc psychologique très grave. Il s'est simplement déconnecté de la réalité pour protéger son psychisme. Il a besoin de temps et de repos. On nous a laissé entrer dans sa chambre. Il était allongé sur son lit, le regard fixe, immobile, fixé au plafond. On lui avait mis une perfusion, même si le médecin avait précisé que c'était plutôt par mesure de précaution. Je me suis assis sur une chaise près de son lit et je l'ai simplement regardé. C'est alors que j'ai remarqué un autre détail, ses cheveux. Avant de partir à la pêche, il s'était coupé les cheveux, je m'en souviens bien. Une coupe en brosse. Maintenant, ses cheveux étaient plus longs. J'en étais absolument certain. Peut-être pas beaucoup, 1 centimètre tout au plus. Mais c'était impossible. En 12 jours, les cheveux ne peuvent pas pousser d'1 centimètre. J'en ai parlé à mon père. Il a balayé ma remarque d'un revers de la main. « Tu te fais des idées, Ethan. Tu es juste nerveux. Nous sommes tous nerveux. » Il avait peut-être raison. Peut-être que je cherchais des anomalies là où il n'y en avait pas. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de cette impression. Je regardais l'homme allongé sur le lit, son visage cireux, sa poitrine immobile qui semblait à peine bouger quand il respirait, ses cheveux trop longs pour 12 jours. Mes parents pleuraient de bonheur. Ils voyaient leur fils revenu d'entre les morts. Et moi, je le regardais et je ressentais une terreur primitive et glaciale. Je voyais l'enveloppe de mon frère, sa copie conforme. Mais j'étais sûr qu'à l'intérieur, il n'y avait rien. Ou pire encore, qu'il y avait autre chose. Liam était sorti de l'hôpital 2 jours plus tard. Les médecins ont levé les bras au ciel. Tous les examens étaient normaux. Ils n'avaient d'un nous détecté aucune anomalie physique. Le diagnostic restait le même. Choc post-traumatique profond et trouble dissociatif. Son cerveau a simplement érigé un mur autour de l'événement traumatisant, nous a expliqué le docteur Evans en ajustant ses lunettes. Il a besoin d'un environnement familier, de calme et de patience. Ne le mettez pas sous pression, n'essayez pas de le forcer à parler. Il parlera quand il sera prêt. Ses parents se sont accrochés à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Ils y voyaient un espoir. Je n'y voyais qu'une tentative de nommer ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Le trajet jusqu'à la maison fut une torture. La mère était assise à l'arrière, à côté de Liam, lui tenant la main et parlant sans arrêt, parlant des voisins, du temps, de tout et de rien, essayant désespérément de combler le silence assourdissant. Liam était assis immobile, regardant par la fenêtre, mais je savais qu'il ne voyait ni les arbres qui défilaient, ni les maisons familières. Son regard était tourné vers une autre réalité. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, il est sorti de la voiture et, sans nous attendre, s'est dirigé vers la porte d'entrée. Il avançait d'un pas assuré, sans hésitation, comme s'il revenait d'une promenade habituelle. Il entra dans la maison, traversa le couloir jusqu'à sa chambre, s'assit sur le bord du lit et se figea, le regard fixé sur le mur en face de lui. Sur le mur était accrochée une grande carte du lac Snake River, couverte de ses annotations et de ses marques. Il la regardait fixement, mais son visage était inexpressif. Les premiers jours de son séjour à la maison se transformèrent en un cauchemar surréaliste. Il devint un fantôme dans notre propre maison. Il se déplaçait dans les pièces sans faire de bruit, sans jamais rien heurter.
mais sans montrer le moindre intérêt pour ce qui l'entourait. Il n'allumait pas la télévision, ne prenait pas le téléphone, n'ouvrait pas de livre. Il passait la plupart de son temps assis dans sa chambre ou sur la véranda, à regarder le lac. Le plus étrange était son attitude envers la nourriture. Ma mère lui préparait ses plats préférés et lui servait son assiette. Il regardait la nourriture jusqu'à ce qu'on lui donne une fourchette. Puis, il commençait à manger, mécaniquement, lentement, sans aucune expression. Il mâchait simplement la nourriture et l'avalait. Un jour, je lui ai demandé si c'était bon. Il s'est arrêté, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Il a lentement tourné la tête et m'a regardé. Ses yeux étaient vides, sans pensée ni émotion, juste deux puits sombres et vides. Quelques secondes plus tard, il se détournait tout aussi lentement et continuait à manger. Je ne lui posais plus de questions. Le troisième jour, j'ai remarqué la première chose vraiment impossible. J'ai décidé qu'il fallait essayer de le ramener à des rituels familiers. Je pris 2 bouteilles de sa bière préférée dans le réfrigérateur, les ouvris et lui en apportai une dans sa chambre. Il était assis dans un fauteuil près de la fenêtre. « Tiens », lui dis-je en lui tendant la bouteille. Il la regarda, puis regarda ma main. Il hésita quelques secondes, puis prit la bouteille. Ses doigts se refermèrent sur le verre froid. Je me suis assis sur son lit et j'ai pris une gorgée. Il continuait à tenir la bouteille sans la porter à sa bouche. Nous sommes restés assis ainsi en silence pendant 10 minutes. Puis je lui ai pris la bouteille pleine et je suis sorti. Plus tard dans la soirée, en débarrassant la table, j'ai pris la bouteille pour la jeter. Et je me suis figé. La bouteille était parfaitement propre. Pas une seule empreinte. Le verre était froid et humide de condensation. Il aurait dû y avoir des traces parfaites de ses doigts sur une telle surface. Mais il n'y en avait pas. J'ai approché la bouteille de la lumière en la tournant sous différents angles. Rien. Pas la moindre tache, pas la moindre trace. Comme si quelqu'un l'avait tenue avec des gants invisibles. Un frisson me parcourut. Cela ne pouvait pas être vrai. Je mis cela sur le compte du hasard, pensant que j'avais peut-être effacé les empreintes en prenant la bouteille. Le lendemain, je décidai de faire une expérience. J'ai soigneusement essuyé le verre jusqu'à ce qu'il brille. J'ai versé du jus dedans et je l'ai tendu à Liam. Il l'a pris. Ses doigts ont enserré le verre. Il l'a tenu pendant 1 minute, puis l'a posé sur la table. J'ai attendu qu'il quitte la pièce et je me suis précipité vers le verre. Le résultat était le même. Une surface parfaitement propre. Pas la moindre trace. J'ai senti la nausée me monter à la gorge. Mais la pire découverte m'attendait pendant la nuit. Je dormais mal depuis son retour. J'écoutais constamment les bruits d'eau dans la maison, sursautant à chaque grincement. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, je me suis réveillé avec un sentiment d'angoisse inexplicable. La maison était plongée dans un silence absolu. Je me suis levé et j'ai marché sur la pointe des pieds, dans le couloir, jusqu'à la chambre de Liam. La porte était entr'ouverte. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. La lumière de la lune filtrait à travers la fenêtre et éclairait son lit. Il était allongé sur le dos, recouvert d'une couverture, les bras le long du corps. Ses yeux étaient fermés. C'était la première fois depuis tout ce temps que je le voyais les yeux fermés. Il avait l'air presque normal, presque comme quelqu'un qui dort. Mais quelque chose n'allait pas. J'ai tendu l'oreille. Je ne l'entendais pas respirer. J'ai retenu mon souffle, tendant l'oreille. Silence, pas le moindre sifflement, pas le moindre bruit de respiration. Je fis un pas dans la pièce, m'approchai du lit. Je regardais sa poitrine. Elle était immobile, absolument, complètement immobile. Pas le moindre mouvement, pas le moindre soulèvement, pas la moindre descente. Horrifié, je tendis la main et l'approchai de son visage, de ses lèvres et de son nez. Je ne sentis rien, ni chaleur, ni mouvement d'air. Je suis resté là, probablement 1 minute entière.
ma main tremblant à quelques centimètres de son visage. Il ne respirait pas. Cet homme, cette copie de mon frère, était allongé dans son lit, les yeux fermés, et ne respirait pas. J'ai été pris d'une telle terreur que j'ai failli crier. Je me suis reculé, j'ai bondi hors de la pièce et j'ai doucement refermé la porte derrière moi. Je me suis enfermé dans ma chambre, je me suis assis par terre et j'ai pris ma tête entre mes deux mains. Toutes les explications rationnelles s'écroulaient. Le choc, l'amnésie, tout cela n'était que baliverne. Dans la pièce voisine, il y avait quelque chose qui ressemblait à Liam, qui marchait comme Liam, mais qui ne laissait pas d'empreinte digitale et n'avait pas besoin d'air pour vivre. Et je vivais sous le même toit que lui. Cette nuit-là, j'ai compris que mon frère n'était pas rentré à la maison, et je n'avais aucune idée de ce qui était revenu à sa place. J'ai commencé à vivre dans un état de terreur constante et silencieuse. Chaque jour était une épreuve. Je l'observais, cette créature qui avait le visage de mon frère. J'essayais de trouver une logique dans ses actions, un défaut qui le trahirait. Mais c'était une imitation parfaite, dépourvue de toute humanité. Il bougeait correctement, s'asseyait correctement, tenait même sa tête dans le même angle que Liam. Mais ses yeux restaient bandés toujours vides, et sa présence rendait l'air de la pièce froid et lourd. J'ai commencé à remarquer que sa passivité était trompeuse. Il a commencé à bouger la nuit. Je me réveillais au moindre grincement des planches dans le couloir. Je m'approchais de la porte et regardais par la fente. Parfois, il se tenait simplement au milieu du salon dans l'obscurité totale, immobile comme une statue. Parfois, il s'approchait de la fenêtre et regardait le lac pendant des heures. Sa silhouette se découpait sinistrement sur l'eau sombre. Il ne dormait pas. J'en étais sûr. Ce que j'avais vu dans sa chambre n'était pas un rêve. C'était un état de repos, un mode d'économie d'énergie, comme celui d'un mécanisme. Il se déconnectait simplement pendant quelques heures, allongé sans respirer, puis se réactivait. Mes parents, aveuglés par le chagrin et l'espoir, ne remarquaient rien. Pour eux, son silence était un symptôme de traumatisme. Son comportement étrange était une conséquence de ce qu'il avait vécu. Il se réjouissait du moindre changement. Aujourd'hui, il a pris lui-même sa fourchette sur la table, me chuchotait ma mère avec enthousiasme. Il m'a regardé quand je lui parlais. J'ai l'impression qu'il commence à reprendre ses esprits, disait mon père. J'acquiesçais et je me taisais. Comment pouvais-je leur dire que la créature assise à table, avec nous, ne laissait pas d'empreinte digitale, qu'elle ne respirait pas la nuit? Ils auraient en dépensé que j'étais devenu fou de chagrin. Ils m'auraient envoyé chez le même psychologue qu'ils avaient engagé pour Liam. Au fait, ils l'ont emmené 2 fois en consultation. Les 2 fois, le médecin était sorti de son bureau complètement perplexe. Il a dit que Liam était resté assis en silence pendant 1 heure, le regard fixe, aucune réaction aux questions, aucune émotion. Un mur. Le désespoir m'a poussé à chercher des réponses dans le passé. Je voulais voir le vrai Liam, me souvenir de qui il était avant que le lac ne l'emporte. J'ai allumé notre vieil ordinateur familial et j'ai commencé à parcourir les dossiers contenant nos photos. Nous étions enfants, à la plage. Le voilà avec le premier poisson qu'il avait pêché, fier et heureux. Des centaines de photos. Sur chacune d'elles, mon frère était vivant, plein d'énergie, avec un sourire dans les yeux. J'ai ouvert le dossier contenant les photos de mon téléphone que j'avais transféré sur l'ordinateur quelques mois auparavant. Et là, je l'ai trouvé. Une photo prise le samedi 8 juin, 4 jours avant sa disparition. Nous étions allés ensemble au lac pour nous détendre. Je l'avais pris en photo avec mon téléphone. Sur la photo, Liam se tenait près de son pick-up, avec le lac en arrière-plan. Il faisait beau et il plissait les yeux à cause de la lumière. Il arborait son large sourire habituel. Il tenait une canette de soda dans une main. Une photo tout à fait normale, ordinaire. Je l'ai regardée pendant quelques 2 minutes, sentant une boule se former dans ma gorge. C'était lui,
mon vrai frère. J'étais sur le point de fermer le fichier quand mon regard s'est arrêté sur quelque chose d'étrange. J'ai agrandi l'image. Liam était de profil, et sa silhouette se reflétait dans la vitre teintée de la portière. J'ai regardé de plus près, et le sang s'est figé dans mes veines. Sur la photo, Liam regardait légèrement vers la caméra, vers moi, et souriait. Mais dans le reflet, sa tête était tournée légèrement dans une autre direction, de sorte qu'il regardait droit vers l'objectif. Et son sourire était différent. C'était la même forme de bouche, les mêmes lèvres, mais l'expression était différente, plus large, prédatrice, anormale. Ce n'était pas un sourire, c'était un rictus imitant un sourire. J'ai senti un froid glacial envahir mes mains et mes pieds. Je passais sans cesse mon regard de la silhouette de Liam à son reflet. La différence était à peine perceptible, telle qu'on aurait pu la mettre sur le compte d'une distorsion du verre ou d'un jeu de lumière. Mais je savais que ce n'était pas le cas. C'était comme regarder deux images d'un film qui différaient d'une fraction de seconde. Le vrai Liam et son double, effrayant, qui me regardait droit dans les yeux dans le reflet. J'ai commencé à parcourir fébrilement les autres photos prises ce jour-là. Il y en avait encore 5 ou 6. Sur toutes les autres, tout était normal. Les reflets correspondaient à la réalité. Sur cette seule photo, pendant une fraction de seconde, la réalité s'était détraquée. Et dans cette défaillance, il y avait quelque chose d'effrayant. Cette découverte a tout changé. Ma théorie selon laquelle quelque chose avait remplacé mon frère au bord du lac s'est effondrée. Cette photo avait été prise 4 jours avant sa disparition. Cela signifiait qu'il était déjà là à ce moment-là. Il était près de lui, le suivait, l'étudiait. Ou, pire encore, il était déjà à l'intérieur de lui. Et à ce moment-là, pendant une fraction de seconde, son contrôle s'est relâché et le reflet a révélé sa véritable nature. Cette pensée était si monstrueuse que j'ai failli crier. Mon frère n'avait pas simplement disparu. Il avait été lentement et méthodiquement effacé, remplacé alors qu'il était encore là, qu'il marchait à mes côtés, qu'il me parlait. Et je n'avais rien remarqué. Ce soir-là, j'étais assis dans ma chambre, les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur portable avec cette maudite photo. La porte grinça doucement. J'ai levé la tête. Il se tenait dans l'embrasure de la porte. Liam. Il n'est pas entré. Il était resté là, debout, à me regarder de ses yeux vides. Son regard n'était pas dirigé vers moi, mais vers l'écran de mon ordinateur portable. Il regardait la photo. Il est bientôt resté là comme ça pendant 30 secondes, dans un silence complet. Puis il se retourna lentement et retourna dans sa chambre sans faire un bruit. Je refermai rapidement mon ordinateur portable. Il savait. Cette créature savait que j'avais trouvé la photo. Elle savait que je savais. Et la phase silencieuse et passive de notre cohabitation dans cette maison prit fin. Après cette nuit-là, le jeu du silence prit fin. Il savait que je savais. Et bien que son comportement n'ait pas changé en apparence, il restait assis à table, en silence, avalait machinalement sa nourriture et regardait le lac pendant des heures. L'atmosphère dans la maison était devenue insupportable. Auparavant, sa présence était simplement oppressante, comme celle d'un malade grave. Maintenant, elle était devenue menaçante. Je sentais constamment son regard sur moi, même lorsqu'il me tournait le dos. L'air dans la pièce où il entrait devenait dense et froid. J'ai commencé à remarquer des signes insignifiants, mais inquiétants. Le livre que j'avais laissé ouvert sur ma table de chevet était refermé. La brosse à dents dans la salle de bain, qui était toujours à gauche du lavabo, était déplacée vers la droite. C'étaient des détails, mais ils étaient intentionnels. Ils me montraient qu'il pouvait entrer dans mon espace personnel, toucher mes affaires, et que je ne remarquerais rien. Ils me montraient que j'étais vulnérable. J'ai essayé de parler à mes parents. J'ai choisi un moment où mon père et moi étions seuls dans le garage.
Je lui ai tout raconté. L'absence d'empreinte, le fait qu'il ne respirait pas la nuit, la photo, sa visite effrayante dans ma chambre. Je parlais de manière décousue, désespérée, le suppliant de me croire. Il m'a écouté sans broncher. Puis, il a prononcé les mots qui m'ont définitivement brisé. « Ethan, m'a-t-il dit d'un ton las, je comprends que c'est difficile pour toi. Tu as toujours été très proche de ton frère. Mais ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Tu te rends paranoïaque. Ton frère a vécu un traumatisme terrible. Il a besoin de notre soutien, pas de tes fantasmes délirants. Si tu n'arrêtes pas, nous serons obligés de demander de l'aide pour toi. » Il ne me croyait pas. Il me prenait pour un fou. À ses yeux, j'étais un plus gros problème que la poupée silencieuse et inanimée qui dormait dans la chambre de mon frère. Je me suis retrouvé seul. Je compris que la seule façon de prouver que j'avais raison ou de confirmer définitivement ma folie était de trouver une preuve physique, quelque chose que le vrai Liam avait laissé derrière lui, quelque chose qui pourrait faire la lumière sur ce qui lui était arrivé au lac. Je décidai de fouiller sa chambre. J'ai attendu le samedi matin, lorsque mes parents l'ont emmené à son rendez-vous chez le psychologue. J'ai vu leur voiture quitter la maison. J'avais environ 1 heure devant moi. Le cœur battant, je suis entré dans sa chambre. L'odeur des leurres en silicone s'était presque dissipée. Maintenant, ça sentait la poussière et quelque chose d'autre, à peine perceptible. Une odeur d'eau stagnante et de vase du lac. J'ai commencé à tout inspecter méthodiquement. L'armoire à vêtements, tous les vêtements étaient soigneusement suspendus. Mais je n'ai rien trouvé d'inhabituel. La table, des factures, des catalogues de matériel de pêche, de vieux magazines. Je vérifiais les poches de toutes les vestes et de tous les pantalons. Vide. Je jetai un coup d'œil sous le lit, derrière l'armoire. Rien. Je sentais le désespoir m'envahir à nouveau. Peut-être étais-je vraiment en train de perdre la raison? Peut-être que tout cela n'était que le fruit de mon imagination? Mon regard s'est posé sur l'étagère au-dessus de la table. Là, parmi les livres sur la pêche et les boîtes de ligne, se trouvait son journal de pêche. C'était un gros carnet à couverture en cuir que Liam tenait depuis plusieurs années. Il était presque aussi méticuleux dans ses notes que dans tout le reste. Il notait la date, l'heure, l'endroit sur le lac, la météo, la pression atmosphérique, la phase de la lune, les appâts qu'il utilisait et, bien sûr, ses prises. Je pris le carnet, m'assis sur le lit et commençai à le feuilleter fébrilement. Les notes d'avril, de mai, tout était normal. Une écriture claire et assurée, des descriptions détaillées. Voici la dernière note avant la semaine de sa disparition. Le 1er juin, 3 cendres, à la tête plombée. Puis l'écriture a commencé à changer. La note du 3e juin était courte et décousue. Je suis allé à Kameni Palets. Le sondeur a indiqué quelque chose d'énorme au fond, très gros. Ce n'est pas un poisson. La note suivante, le 5 juin, je l'ai revu. Il ne bouge pas. Il repose simplement au fond. Quand le bateau passe au-dessus, le sondeur devient fou. J'ai tourné la page, le 7 juin. L'écriture était encore plus mauvaise. Les lettres dansaient. Il regarde. Je sens son regard depuis le fond. Même quand je suis chez moi, je sens son regard. Il est froid. Il m'appelle. Un frisson m'a parcouru. Je lisais les mots de mon frère, mais ils étaient remplis d'une terreur étrangère et irrationnelle. Le 10 juin. Il me parle, pas avec sa voix, dans ma tête, avec des images. Il me montre la profondeur, il me montre l'obscurité. Il dit qu'il n'y a pas de temps là-bas. Il dit qu'il était fatigué d'être au fond. Il a besoin d'air. Je serrai le cahier si fort que mes jointures blanchissaient. Et enfin, la dernière note, datée du soir du 11 juin, la veille de sa disparition. Écrite en grosses lettres tordues, le crayon appuyait si fort sur le papier qu'il l'avait déchiré à plusieurs endroits. Il m'a dit comment attraper le plus gros poisson-chat. Il m'a montré l'endroit.
Il a promis que le poisson-chat attendrait. Il a dit que c'était le prix à payer. Je devais venir seul, sans équipement, sans encre, juste venir et attendre. Il a dit qu'il avait besoin de mon visage pour respirer à la surface. J'ai refermé le journal. Mes oreilles bourdonnaient. C'était ça, l'aveu, la preuve. Mon frère ne s'était pas simplement noyé. Il avait conclu un pacte monstrueux avec quelque chose qui vivait au fond du lac. Il s'était livré en échange de la promesse d'attraper le poisson de ses rêves. Et cette chose était venue réclamer son dû. À ce moment-là, j'entendis un léger grincement de porte. Je relevai brusquement la tête. Il se tenait dans l'embrasure de la porte. Ce n'était pas Liam, c'était la créature. Mais des parents ne devaient rentrer que dans une demi-heure. Il se tenait immobile et me regardait. Puis son regard s'est posé sur le journal dans mes mains. La pièce est devenue glaciale. Lentement, sans un bruit, il a fait un pas à l'intérieur. Je me suis levé d'un bond et j'ai reculé vers la fenêtre. Il s'est arrêté au milieu de la pièce et a légèrement penché la tête sur le côté. Ce geste était si étrange, si inhumain, que j'ai vu noir. Et puis, il a parlé, pour la première fois. Sa voix était un murmure sec, comme celui de vieilles feuilles desséchées. Il utilisait les cordes vocales de mon frère, mais le son était mort, dépourvu de toute intonation. « Tu n'aurais pas dû lire ça, » murmura-t-il. « Il ne voulait pas que tu saches, il voulait te protéger. » Il fit un pas de plus. « Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, il sait que tu sais. » Il se tut un instant, et dans le silence qui suivit, j'entendis mon propre cœur battre à tout rompre. « Tu l'entends aussi, Ethan ?» murmura-t-il. « L'eau, elle t'appelle, tout comme elle t'appelait. » Et il sourit. C'était exactement le sourire de la photo. Large, artificiel, dévoilant trop de dents. Ce n'était pas le rictus d'un prédateur, c'était pire. C'était le sourire d'un vide absolu et ancestral qui avait pris l'apparence d'un visage humain. Je ne me souviens pas comment je suis sorti de sa chambre. Je crois que j'ai simplement reculé, en trébuchant, sans le quitter des yeux, jusqu'à ce que mon dos heurte le mur du couloir. Il ne m'a pas poursuivi. Il est simplement resté là, à me regarder, et ce sourire effrayant et déformé ne quittait pas son visage. Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai poussé la commode contre la porte. Je me suis assis par terre, serrant le journal de Liam contre ma poitrine. C'était la seule chose qui comptait, la seule preuve que je n'étais pas devenu fou. Le sourire. Ce sourire était la clé. Il n'essayait pas d'imiter parfaitement celui de Liam. Il se délectait de ma terreur. Il jouait avec moi. Et maintenant que j'avais trouvé le journal, le jeu entrait dans sa phase finale. Les mots qu'il avait murmurés résonnaient dans mon crâne. Maintenant, il sait que tu sais. Ce n'était pas une simple constatation. C'était un verdict. Je savais que je ne pouvais pas rester dans cette maison. Je ne survivrai pas une nuit de plus sous le même toit que cette créature. Mes parents sont rentrés 1 heure plus tard. J'entendais leur voix en bas. J'entendais ma mère demander à Liam comment s'était passée sa visite chez le médecin. J'entendais son silence en réponse. Pour eux, tout était normal. J'ai attendu que tout soit calme dans la maison. J'ai attendu minuit, puis 1 heure du matin. Je savais qu'il dormait. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Dormait-il d'un sommeil sans respiration ou se tenait-il debout dans le salon sombre, regardant le lac et m'attendant? Je préparais mon sac à dos, mon portefeuille, les clés de la voiture, mon téléphone, des vêtements de rechange et mon journal. Je le glissais tout au fond, sous mon pull. Mon plan était simple, sortir de la maison, monter dans la voiture et rouler sans m'arrêter jusqu'au bureau du shérif du comté voisin, où personne ne me connaissait. Je leur montrerais mon journal, je leur dirais tout, qu'ils me prennent pour un fou, qu'ils m'enferment dans un asile. N'importe quel endroit serait plus sûr que cette maison. À 2 heures du matin, je me suis décidé.
J'ai poussé doucement la commode qui bloquait la porte. Je l'ai ouverte si lentement que toutes mes articulations ont craqué. Le couloir était sombre et vide. La lumière de la lune pénétrait par la fenêtre du palier, projetant de longues ombres sur le sol. Je me suis avancé sur la pointe des pieds vers l'escalier. Chaque pas résonnait dans mes oreilles. Je suis passé devant la chambre de mes parents. Tout était calme derrière la porte. Je passais devant sa chambre. La porte était entr'ouverte. Aucun bruit ni aucune lumière ne s'en échappait. J'avais presque atteint l'escalier quand je l'entendis. Un murmure. Il venait de sa chambre. Un bruissement sec, à peine audible. Je me figeais, tendant l'oreille. Je ne pouvais pas distinguer les mots, cela ressemblait à un murmure, monotone et incohérent. Toutes les pensées de rationnel me crièrent de courir, de descendre les escaliers, de courir vers la porte, vers la voiture, vers la liberté. Mais je ne pouvais pas. Quelque chose dans ce murmure m'a poussé à faire ce que je redoutais le plus au monde. Lentement, comme dans un rêve, je me suis approché de sa porte et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il ne dormait pas. Il se tenait dos à moi, devant un grand miroir, accroché à la porte d'une armoire. Il était entièrement habillé, dans les mêmes vêtements que ceux qu'il portait pendant la journée. Ses épaules étaient affaissées, sa tête légèrement inclinée, et il parlait à son reflet. Je pouvais maintenant distinguer les mots. La voix était différente. Ce n'était pas le murmure mortel avec lequel il m'avait parlé. Cette voix était douce, pleine de souffrance et de désespoir. Elle m'était douloureusement familière. C'était la voix de mon frère, le vrai Liam. « Je ne veux pas, laisse-moi partir, il fait si sombre et si froid », murmurait-il à son reflet. Je regardais pétrifié d'horreur, la silhouette dans le miroir lever lentement la main et presser son doigt contre ses lèvres. Le reflet sourit, ce même sourire large et prédateur, et mon frère, le vrai Liam dans le corps de cette créature, se tut et ses épaules se mirent à trembler dans un sanglot silencieux. La créature dans la pièce se redressa lentement. Son attitude changea, devint ferme et assurée. Elle redevint un monstre. Puis elle se mit à parler à son reflet, mais cette fois, d'une voix morte et rauque. C'était la réponse à toutes mes questions, une réponse plus effrayante que toutes mes suppositions. « Je suis toujours au fond », murmura-t-il. « Ce n'est qu'une enveloppe, il se lève pour respirer. » À ce moment-là, il a dû sentir ma présence, ou entendu mon souffle haletant. Il commença lentement, très lentement, à se retourner. Je vis d'abord son mouvement dans le miroir. Son reflet me regardait droit dans les yeux et le sourire sur son visage s'élargissait de plus en plus. Puis, il se retourna dans la réalité et me regarda dans les yeux. Le sourire a disparu. Son visage était froid et impassible, comme celui d'un collectionneur qui examine une nouvelle pièce. « Il est presque fini », a-t-il dit d'une voix morte. « Ce récipient. Il se souvient de trop de choses. Il se débat trop. » Il a fait un pas vers moi, sortant de la pièce dans le couloir. Je reculai, mais me retrouvai dos au mur. Je n'avais nulle part où fuir. « Oser a besoin d'un nouveau visage », murmura-t-il en s'arrêtant à 1 mètre de moi. Un visage plus fort, plus frais. Il pense que le tien serait parfait.